Nous allons continuer le chapitre portant sur le modèle quantique de l'atome, principalement sur les notions de base de la mécanique quantique. Avec le principe d'indétermination, il est apparu que la notion de trajectoire n'a pas de sens dans le domaine microscopique. On ne peut plus parler de localisation d'une particule sur une trajectoire, puisque je ne peux pas connaître simultanément la position et la quantité de mouvement. Et pour les particules non relativistes, on ne peut pas déterminer la position et la vitesse de la particule, ce qui nous aurait permis d'avoir la trajectoire. Impossible de parler de trajectoire dans le domaine microscopique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour décrire le comportement d'une particule, on va lui associer une fonction d'onde. Et c'est cette fonction d'onde qui peut être réelle ou complexe qui va nous donner la probabilité de trouver la particule dans l'espace. Donc voici, on ne parle plus de certitude, on n'est plus sûr exactement de la position de la particule, mais on parle de la probabilité de trouver la particule dans un espace bien défini. Bien sûr, cette fonction donne psi de x, y, z, t, donc dépend des coordonnées d'espace et de temps pour une particule quelconque, mais comme les atomes sont sur des orbites stationnaires, ils seront décrits par des fonctions d'onde stationnaires. On l'a dit, la fonction doit être stationnaire, c'est-à-dire que ses caractéristiques sont indépendantes du temps, sinon cette fonction s'annulerait par interférence. Donc on va écrire psi de x, y, z sinus oméga t. Là ici c'est la lettre majuscule de psi et la lettre minuscule de psi. Donc est la fonction d'onde d'espace de l'électron qui va déterminer l'amplitude de l'onde, puisque n'oubliez pas, on a dit à toute particule en mouvement on peut associer une onde dont la longueur d'onde a été donnée par la relation de Louis de Broglie. Donc on va chercher toujours permanemment pour n'importe quelle particule la probabilité de la trouver dans l'espace. Cette probabilité élémentaire ici, puisqu'on est dans un volume élémentaire, pour trouver la probabilité globale, il faudra intégrer cette probabilité élémentaire d de p de x, y, z est donnée par psi de x, z au carré, t de x, t de y, dz, ou bien on peut remplacer cet élément de volume dx fois dy fois dz, par ici c'est dz, par d de z. Ici, bien sûr, psi carré égale psi multiplié par le conjugué de psi, avec si psi est réel, conjugué de psi égale psi, bien sûr, mais si c'est pas réel, donc c'est différent. Donc toute fonction, toute particule va être décrite par une fonction d'onde, et cette fonction d'onde permet d'avoir la probabilité de trouver la particule dans l'espace. Bien sûr, on ne peut pas utiliser n'importe quelle fonction d'onde pour déterminer la fonction d'onde d'une particule. Puisque quand la particule existe, si la particule existe, elle est nécessairement dans l'espace, quelque part dans l'espace. Donc c'est une certitude de dire que la particule est là, quelque part dans l'espace. De ce fait, la probabilité de trouver la particule dans l'espace tout entier, est nécessairement égale à 1, puisque la particule existe. Donc toute fonction qui ne peut pas vérifier cette condition ne peut pas décrire le comportement de la particule. C'est pourquoi on appelle cette relation-là condition de normalisation, condition, et dans ce cas, psi est dit normalisé ou normé. Donc pour qu'une fonction d'onde puisse décrire le comportement d'une particule, il faut nécessairement qu'elle soit normée. Quelles sont les propriétés de cette fonction d'onde? Pour un atome, la fonction d'onde doit être stationnaire, on l'a dit tout à l'heure, sinon ses caractéristiques peuvent s'annuler par interférence. Psi de x, y, z est l'amplitude, et cette amplitude doit être uniforme, c'est-à-dire en un point on ne peut pas avoir deux valeurs de psi différentes. Si psi de m1 égale psi de m2, c'est-à-dire nécessairement c'est le même point. Phi doit être normé, on l'a déjà dit. La probabilité de trouver la particule dans l'espace tout entier doit être égale à 1. Et maintenant on peut aussi, pour étudier la densité, la densité de probabilité de présence, ça veut dire la densité qui va nous permettre d'étudier généralement les rayons les plus probables, ou l'endroit, l'espace où la probabilité de trouver la particule est maximale. Cette densité de probabilité, on peut tracer ça ici, ça donne cette courbe là.
Si vous tracez la fonction d'onde psi x au carré, vous avez ici le maximum de la densité qui va correspondre au rayon le plus probable. Et bien sur cette distance-là, ce qu'on appelle la largeur à mi-hauteur détermine l'incertitude sur la mesure que vous avez fait à t égale 0. Donc le tracé de la densité de probabilité de présence, c'est toujours sous cette forme. Bien sûr, s'il y a plusieurs rayons probables, on aura plusieurs maximums. On va faire une application sur la fonction d'onde à partir d'une fonction d'onde donnée ici. Vous voyez qu'ici la fonction d'onde n'est pas que des coordonnées d'espace, des coordonnées de l'abscisse. Donc c'est une fonction d'onde qui se déplace suivant un axe. On dira que c'est radial ou linéaire. Dans le cas précédent, on parlait de volumique, densité probable volumique, parce que ça veut dire que l'électron se déplace dans l'espace à 3 dimensions. Si c'est dans l'espace à 2 dimensions, on peut déterminer la densité de probabilité surfacique. Donc ici, c'est la densité de probabilité linéaire. Donc, déplacement suivant un élément, déplacement élémentaire de x. On va déterminer bien sûr la constante A. On dit que signifie la constante A, ainsi de suite. Comment maintenant trouver la fonction d'onde? Puisqu'on a dit, pour écrire le comportement d'une particule, il faut lui associer une fonction d'onde. Pour avoir la fonction d'onde d'une particule, il faut résoudre ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger. Cette équation est le pendant du principe fondamental de la dynamique. Vous avez l'habitude, chaque fois qu'on pose un problème au lycée, d'appliquer le théorème du centre d'inertie. Exactement la même chose, chaque fois qu'on a un problème ici, on va poser l'équation de Schrödinger. Moins h bar carré sur 2m, m la masse de la particule. Ici c'est delta, l'opérateur delta ou l'opérateur Laplacien. Ici ça doit vous appliquer 2 fois l'opérateur Nabla, que vous avez déjà vu en mécanique en FTC. V c'est l'énergie potentielle de la particule et E c'est l'énergie totale de la particule. Et je rappelle, cette équation est l'équivalent du principe fondamental de la mécanique de la dynamique en mécanique classique. Donc pour la mécanique quantique ondulatoire, l'équation de Schrödinger est le principe fondamental. Donc lorsque vous résolvez cette équation, vous allez retrouver la fonction d'onde de la particule. Bien sûr, on peut simplifier cette équation. Je disais delta Laplacien, c'est d de x. Si je remplace d2 de x carré plus d2 sur dy carré plus d2 sur dz carré par le Laplacien. Bon, ici, en factorisant, on a moins h bar carré sur 2m delta plus v, le potentiel psi égale e psi. Donc vous avez un opérateur, ça c'est un autre opérateur qu'on peut remplacer par h étant égal à moins h bar carré delta, qu'on appelle opérateur hamiltonien. Nabla, c'était un opérateur, delta c'est un opérateur, h c'est un opérateur. Un opérateur par définition, un opérateur mathématique, c'est toute grandeur qui va transformer une fonction en une autre fonction. Ici dans le cas de la méthode, on a un opérateur linéaire qui transforme une fonction en un produit d'un scalaire et de la même fonction. Donc lorsqu'on résout cette équation, bien sûr, les solutions c'est des fonctions PCI et I, des couples PCI et I qui doivent nécessairement vérifier l'équation de Schrödinger, puisque c'est une solution, mais surtout la condition de normalisation, puisque une fonction d'onde qui ne vérifie pas la condition de normalisation ne peut pas décrire le comportement d'une particule dans l'espace. On peut appliquer cette fonction, c'est des PCI. Les solutions PCI sont appelées les fonctions propres de l'opérateur et les scalaires EI sont appelées valeurs propres de l'opérateur H. L'équation de Schrödinger n'a de solution exacte que pour les systèmes à une particule. Dès que vous avez 2-3 particules, là, les solutions sont très complexes, on verra ça plus tard. Mais si vous avez un système à une particule, vous pouvez exactement avoir la solution de l'équation de Schrödinger, les solutions. Cette équation peut être appliquée à l'hydrogène et aux hydrogénides, d'accord? Et dans ce cas, l'énergie propre, bien sûr, Nabla, je dis Nabla, delta c'est dx carré, d2 dx carré, d2 dy carré, d2 dz carré,
V ou U, c'est l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, c'est P carré sur 2μ, on l'a déjà vu. Bien sûr, ici, on a remplacé par la masse réduite du système noyau électron. Et l'énergie mécanique totale, c'est bien sûr P carré sur 2μ moins E carré sur 4π epsilon 0, puisque c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et bien sûr, l'équation, on peut devenir, bien sûr, j'ai mis de côté, ici c'est juste le premier membre qu'on a donné ici. Tout ça, on l'a factorisé. Moins S bar carré mu, delta est là. Puis ici, on l'a sorti. Puis ici, V, il est là. E carré sur 4π epsilon 0. Le second membre, c'est l'énergie totale. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Puis ici. Du fait de la symétrie sphérique de l'atome, on préfère travailler très souvent en coordonnées sphériques. Souvent en coordonnées cartésiennes, les fonctions sont très complexes. Donc on travaille en coordonnées sphériques. En mécanique analytique, vous avez déjà vu le passage, comment on passe des coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques. X égale R sur θ cosinus phi. R peut varier de 0 à l'infini. Y à R sur θ cosinus phi. Θ ici varie de 0 à pi. Et bien sûr, phi, Z égale R cos θ. Phi peut varier de 0 à 2pi. Et on va faire cette application. On va essayer de montrer qu'il est ici. Ce sera plus simple d'exprimer cette fonction-là en coordonnées cartésiennes. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Merci de votre attention et à la prochaine.